Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre rendez-vous santé hebdomadaire Diagnostic. Nous parlerons aujourd'hui d'un organe essentiel, discret mais vital qui est le foie. Alors un foie qui chez de plus en plus de personnes se charge en graisse sans douleur et sans symptômes, on appelle ça la stéatose hépatique, appelée aussi le foie gras ou la maladie du soda. En entendant foie gras, beaucoup pensent que le problème est dans les graisses que nous consommons. Et si je vous dis que le problème n'est pas ça et que derrière ce foie gras se cache un dérèglement du sucre et de l'insuline, nous allons vous expliquer aujourd'hui quelle est la relation ou comment le foie, le sucre et l'insuline sont étroitement liés. Bien sûr, avec nos invités que nous avons le plaisir d'accueillir, professeur Ousmane Radia, vous êtes hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Bab El-Oued. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la stéatose hépatique qui est un thème d'actualité. Oui. Et nous allons débattre de ce sujet. Très bien. Docteur Belabdelwahab Fouad, vous êtes spécialiste en médecine interne et nutrition clinique. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Notre médecin chroniqueuse, elle est là chaque semaine. Docteur Abdelmoumen Sarah, bonsoir et bienvenue. Merci docteur pour cet accueil. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce sujet très intéressant qui touche à plusieurs personnes et beaucoup ne le savent même pas. Tout à fait. Un peu plus tard, nous allons découvrir ensemble les bienfaits de l'évolution et des nouveautés scientifiques sur les différentes prises en charge. Je ne vous en dis pas plus. Très bien. Alors, docteur Abdelmoumen Sarah nous a, on va dire, donné un petit peu du suspense. Voilà. On va revenir par la suite. Avant tout ça et avant de décrypter cette maladie, on va suivre ce reportage signé Yanis Eid Belkacem qui s'est déplacé dans un cabinet d'un docteur hépato-gastro-entérologue qui nous a parlé de cette maladie. Regardez. Pour ce jeune patient, tout commence par une gêne, une sensation de pesanteur. Aujourd'hui, inquiet, il vient consulter. J'ai une gêne à l'oreille. Oui, depuis quand? Ça fait plus À ce stade, les symptômes sont flous. Ils ne pointent pas encore vers une pathologie précise, car avant de poser un mot sur un mal, il faut mesurer, observer et palper. Les examens qui permettent de faire le diagnostic de stéatose hépatique sont l'échographie, qui est plus simple, le plus banal, et d'autres examens plus poussés, comme le scanner ou l'IRM, et surtout, l'examen qui est actuellement validé, c'est le fibroscan. Le diagnostic commence par des gestes simples mais révélateurs. Un abdomen proéminent est souvent le premier signe d'une accumulation de graisse interne étroitement liée au risque de diabète. 108. Le mètre abdominal ne doit pas dépasser 30 kg. Allongez-vous. La stéatose hépatique n'a pas de symptômes, mais comme il a des facteurs de risque, un périmètre abdominal qui est élevé, un diabète, donc je pense attention qu'il y a un élément très important et un facteur de risque, l'hypertension artérielle est un facteur de risque. Sur l'écran, le verdict tombe rapidement. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a une stéatose, l'angle du foie est ouvert. Et l'autre élément qui est très important, c'est de comparer avec l'écostructure du ventre. Non prise en charge, la stéatose peut devenir inflammatoire. On parle alors de stéatéopatite non alcoolique, une accumulation de graisse et l'inflammation du foie. C'est une maladie qui est fréquente, qui touche à peu près 20% de la population qui ont surpoids et obèses. Donc c'est les minimums, donc 27% dans le monde. En Algérie, l'obésité et le surpoids est de 20%. Pour évaluer l'étendue des dégâts, un bilan sanguin complet est prescrit. Pour voir les causes éventuelles de cette stéatose, la première des causes qu'on nous a signalées, c'est l'existence de diabète et le retentissement de cette stéatose sur son foie. Le danger de la stéatose, c'est avant tout la première cause, c'est les causes cardiovasculaires, parce que les malades ne meurent pas souvent de leur pathologie hépatique, rarement de leur pathologie hépatique, c'est surtout des causes cardiovasculaires. Donc l'hypertension peut entraîner des AVC et autres pathologies coronariennes cardiaques. Le traitement ne tient pas dans une boîte de médicaments miracles, mais dans un changement profond de mode de vie. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière peuvent dans bien des cas faire régresser la maladie et stabiliser le diabète.
Dans l'immédiat, il n'y a pas de danger, mais ultérieurement, on ne sait pas comment va évoluer cette pathologie qui, je vous ai dit, est silencieuse. Le jour où elle se manifeste, c'est déjà trop tard. Donc, il ne faut pas attendre l'apparition de complications, il faut y remédier très rapidement. C'était un reportage signé Yanis Ait Belkacem, qui s'est déplacé chez ce médecin hépato-gastro-entérologue. Dans ce reportage, il y a eu beaucoup d'informations sur cette maladie qui ont été dites et justement beaucoup de termes scientifiques qui ont été utilisés. Quand on cherche, on fait des recherches par rapport à cette maladie, on trouve plusieurs termes, plusieurs noms scientifiques, plusieurs classifications, donc stéatose hépatique, NASH, MASH, donc on va expliquer tout ça. Donc professeur, pouvez-vous nous expliquer déjà qu'est-ce que la signification de tous ces termes et puis la différence entre ces termes? Alors, pour tous ces termes, au fait, ça inclut une seule et même maladie. Ce qu'on appelle la stéatose hépatique, effectivement, on a vu ces dernières années plusieurs dénominations. Il y a eu des changements dans la dénomination. Effectivement, on a vu récemment maintenant, c'est la MASLD. Mais quand on voit qu'est-ce qui unit toutes ces dénominations, c'est la stéatose. C'est-à-dire qu'il y a trop de gras au niveau du foie. Qu'est-ce que c'est que ce gras? Donc il y a ce qu'on appelle des adépocytes, c'est-à-dire le surcharge du foie en cette graisse. Et c'est-à-dire c'est l'évolution vers laquelle donc va aller ce foie qui nous inquiète. Oui. C'est-à-dire qu'avec le temps, cette stéatose va laisser place. Donc il va y avoir aussi de l'inflammation, ce qu'on appelle la stéatohépatite. Par la suite, cette inflammation, il y aura des phénomènes de fibrose. Et donc cette fibrose va évoluer vers la cirrhose du foie. Oui. C'est vrai que quand on entend cirrhose, longtemps, les patients pensent à d'autres étiologies, notamment alcooliques. Oui. Or, on sait maintenant que pour une cirrhose du foie, il y a plusieurs étiologies. Et actuellement, celle qui est en train de prendre le dessus par rapport aux étiologies de la cirrhose du foie, c'est bel et bien la stéatose hépatique. Tout à fait. Et quand on voit qu'il existe des facteurs de risque qui sont très courants et qu'on voit tout le temps, qui sont liés à cette insulinorésistance, c'est-à-dire que c'est un problème au niveau du corps, donc la réaction du corps vis-à-vis du sucre, donc l'insuline en rapport avec le sucre, Oui. qui va entraîner donc tout ce qui est en relation avec le syndrome métabolique. Oui. Quand on dit syndrome métabolique, ça veut dire quoi? Obésité, diabète, HTA, les syndromes dyslipidémiques, c'est-à-dire quand on a de l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie. En fait, tout ça, c'est un cercle vicieux et tout tourne autour de la même, de la même risque métabolique. Voilà, de la même physiopathologie qui vont tous s'entretenir et pouvant être à l'origine à la stéatose et en fait, c'est un cercle vicieux qui va s'installer entre toutes ces maladies. Donc, une victime et un acteur en même temps. Donc, cette stéatose hépatique vis-à-vis de cette insulinorésistance. Oui, parce on peut avoir des patients qui sont déjà malades, c'est-à-dire qui sont déjà soit de l'HTA, soit du diabète, et avoir par la suite de la stéatose. Et on peut avoir d'authentiques patients qui ont de la stéatose qui n'ont pas de diabète ou qui ont de l'HTA ou alors uniquement du diabète et de la stéatose, c'est-à-dire des fois on peut ne pas avoir tous les facteurs ou toutes les pathologies réunies chez le même patient. Tout à on fait. peut avoir plusieurs facteurs, mais pas tous en même temps. Ils peuvent exister en même temps tous chez le même patient. Exactement. Alors, on va dire que tous ces termes scientifiques, ils sont là juste pour nous montrer qu'il y a plusieurs stades de la maladie. Donc, on va dire qu'il y a des stades qui sont plus graves que d'autres, il y a des stades qui sont réversibles et d'autres non. Donc, ces termes scientifiques et cette classification définit plusieurs stades de cette maladie qui est la stéatose hépatique. Voyons maintenant quel est le profil typique d'un patient qui est atteint de cette stéatose hépatique. Docteur Blabdlouhab, alors en consultation, vous recevez beaucoup de patients qui souffrent d'obésité et qui ont cette stéatose hépatique. Alors, est-ce que c'est uniquement les patients qui ont cette obésité qui vont développer cette stéatose hépatique ou pas forcément? Pas forcément. Donc, le profil type, en réalité, n'existe pas réellement. C'est vrai que dans l'inconscient comme ça populaire, on peut dire que le foie gras, c'est secondaire à l'obésité. Mais pas tout à fait. Maintenant, on sait très bien que la stéatose hépatique, elle est secondaire à la résistance à l'insuline. Donc, on peut avoir même des patients qui sont minces
et qui peuvent avoir une stéatose hépatique. On appelle ça des patients minces métaboliquement obèses. Oui, Donc la source réellement, c'est la résistance à l'insuline. Donc il est vrai que le profil, c'est un sujet c'est plus masculin que féminin, au-delà de 40 ans, en surpoids, avec certains antécédents médicaux de surpoids, d'obésité, de diabète, d'hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, etc. C'est un sujet qui est sédentaire, qui ne fait pas de sport. C'est plutôt ça, le profil qui se dégage. oui, Et moi, je pense que au-delà de ça, à partir d'un certain âge, c'est tout le monde qui est concerné. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le pourcentage de stéatose hépatique dans la population générale ne cesse d'augmenter. oui, Chez les patients en surpoids et obèses, le pourcentage ne cesse d'augmenter. Chez les patients diabétiques, par exemple, ça dépasse des fois les 50%. On va atteindre même 70% de patients diabétiques qui présentent une stéatose hépatique. oui, Donc la stéatose hépatique, elle est là. C'est un phénomène qui est réellement présent tout à fait. dans le monde entier et chez nous, c'est considérable. Donc je pense que même le dépistage, quelque part, il doit être présent à partir d'un certain âge. Quand on a un certain profil et tout, il faut essayer de dépister la stéatose hépatique. Exactement. Alors, c'est une maladie qui est généralement silencieuse, c'est ça le problème, Tout à fait. et qu'on la découvre, on va dire, dans la majorité des cas, d'une manière fortuite ou suite à des complications. Et justement, professeur, pourquoi cette maladie, elle reste longtemps silencieuse? Et pourquoi il n'y a pas de symptômes comme ça, on va dire, tout de suite, qu'on va remarquer chez ces patients? Malheureusement pour nous, c'est une maladie qui est symptomatique ou asymptomatique. Je dis bien malheureusement parce que souvent, les patients, quand ils consultent, quand ils commencent à être symptomatiques, vous avez parlé de complications, c'est à ce stade qu'ils consultent, c'est-à-dire c'est vraiment un stade évolué. Mais sinon, c'est une maladie qui ne fait pas particulièrement mal. Elle n'a pas d'autres symptômes qui lui sont spécifiques. Donc, souvent, le diagnostic de la stéatose se fait de manière fortuite. C'est-à-dire, c'est des patients soit qui sont suivis pour d'autres pathologies et qui ont des examens De routine. biologiques de routine régulièrement, ou alors qui réalisent une imagerie, qui consultent un médecin ou qui réalisent une imagerie pour un autre symptôme, Oui. n'importe quel autre symptôme. Et comme on l'a vu sur la vidéo avec le docteur Oukaour, quand il a effectué son échographie où on voyait qu'il y avait une stéatose hépatique qui était bien présente. Donc ce sont des patients qui vont soit consulter pour autre chose ou avoir des examens de routine. Oui, Mais c'est ce qui pose le problème. C'est-à-dire que c'est une maladie qui reste longtemps silencieuse et souvent, ce qu'il faut éviter, c'est de la découvrir à un stade tardif. Donc, stade de idéalement, cirrhose, voilà. là où c'est irréversible, voilà. Bon, on va pas dire ça comme ça, mais au stade de complications. Tout à fait. De complications liées à la cirrhose. Donc Exactement. déjà ça, c'est un véritable problème. Mais sinon, comme l'a dit, il faudrait qu'on aille sur le dépistage. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, docteur Belabdelwahab, donc, quand on a parlé au début, pardon, on a dit que la stéatose hépatique au foie gras, quand on entend foie gras, beaucoup de personnes vont croire que le problème est dans les graisses que nous consommons. Alors que le problème n'est pas du tout ça. C'est en rapport avec un dérèglement du sucre et de l'insuline, notamment l'insulinorésistance. Donc expliquez-nous qu'est-ce que déjà la relation entre le sucre, l'insuline et cette stéatose hépatique. Donc il faut savoir que le sucre, c'est le combustible de l'organisme. Et l'insuline, c'est l'hormone qui gère tout ça. Donc l'insuline, c'est une hormone qui va abaisser le sucre dans le sang pour ne pas devenir diabétique. Et l'insuline, c'est ce qu'on appelle une hormone de stockage. Donc dès qu'il y a excès de sucre, elle va essayer de stocker ce sucre-là quelque part. Je vais un petit peu simplifier les choses. Donc l'insuline, elle a 3 sites d'action. Donc la cellule musculaire, donc au niveau des muscles de l'organisme, la cellule hépatique, le foie, et la cellule adipeuse, le gras. Donc, dans un premier temps, on est jeune, on a la vingtaine, on est actif, on a une bonne force musculaire, une bonne masse musculaire, on n'est pas sédentaire et tout. On a une masse musculaire qui est bien développée. Donc, l'action de l'insuline, elle est principalement à ce stade-là. C'est-à-dire, elle fait rentrer le sucre en excès au niveau du muscle. Il est stocké sous forme de glycogène. On en aura besoin ultérieurement comme combustible. Avec le temps, avec l'âge, on devient plus sédentaire et tout. La masse musculaire diminue. Oui. Donc le stockage va être plutôt
tourner vers le foie et les cellules adipeuses. Tout à fait. Donc le stockage, il y aura du glycogène hépatique d'abord, qu'on va consommer ultérieurement, mais dès qu'il y a trop d'excès, le sucre va être transformé en graisse. Donc c'est les triglycérides entre autres, et le stockage va se faire au niveau des cellules adipeuses. Oui. Donc il y aura hypertrophie et hyperplasie des cellules adipeuses, il y aura des phénomènes inflammatoires, etc. Et ça va créer un cercle vicieux. Donc il y aura plus de stockage au niveau du foie et des cellules adipeuses, Oui. au détriment du stockage positif Au niveau qui est celui du muscle. Oui. voilà. Donc ce stockage-là, avec le temps, avec les années, etc., ça va nous donner la stéatose hépatique. Donc il y aura accumulation de graisse dans le foie. Qui était au début Voilà. du sucre. C'est ça la résistance à l'insuline. Donc la résistance à l'insuline, c'est ne plus pouvoir stocker le sucre de façon positive. Oui. Donc l'insuline, en fait, c'est une forme de clé. Donc elle fait rentrer le sucre en excès dans les cellules, les 3 sites que je vous ai mentionnés. Donc le stockage, au départ, il est positif. Donc il n'y a pas de résistance à l'insuline, c'est le muscle. Oui. Et avec le temps, le muscle répond moins à l'action de l'insuline. Et c'est là que on a la résistance à l'insuline et le stockage va se faire au niveau des graisses. Tout à Et fait. il y aura un phénomène d'auto-entretien. C'est-à-dire que plus il y aura de graisse, plus on aura besoin d'insuline pour faire rentrer le sucre dans la cellule graisseuse et la cellule hépatique. Oui. Et ce phénomène va s'auto-entretenir et développer d'autres pathologies. Donc c'est là que se crée la stéatose hépatique, l'obésité, et de là va découler les autres complications de la résistance à l'insuline qui sont le Les trouble de maladies. la régulation du sucre, du glucose, donc prédiabète, diabète, hypertension artérielle, SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, Apnée du sommeil apnée aussi. du sommeil, hypertension artérielle, etc. Tout à fait. Voilà. Donc, des Toutes les personnes qui complications deviennent- de la résistance à l'insuline. Exactement. Donc, c'est des personnes qui deviennent à haut risque cardiovasculaire. Exactement. Ils ont ce syndrome métabolique qui va se développer. Et en parlant du foie, donc on a parlé de l'insuline et donc elle va stocker ce sucre au niveau du foie, ce qui va créer sous forme de graisse. Ce qui va créer ce foie gras. Mais en fait, cet organe, le foie, c'est un organe qui est au carrefour. Donc, il joue un rôle très important dans le métabolisme. Donc, il est, on va dire, un de nos organes nobles, professeur. Donc, il a un rôle très, très important dans notre corps. Oui, il a un très grand rôle dans la régulation. Donc, et c'est très important. C'est-à-dire que quand on a cet excès de stockage, ce qui va se passer, c'est que les hépatocytes, donc ce sont les cellules hépatiques, qui vont commencer à souffrir. Oui. Et donc, il va y avoir des phénomènes inflammatoires. Donc, dû à cet excès de stockage, dû à ces phénomènes donc, de compensation, il y aura donc cette arrivée de graisse, cette transformation en triglycérides, etc., qui fera que le foie est en train de souffrir. Si le foie il souffre, il risque d'y avoir mort cellulaire. Donc, les cellules hépatiques vont commencer. Et quand il y a mort cellulaire, c'est de l'inflammation, c'est de l'apoptose, donc c'est le terme scientifique pour mort cellulaire. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Cette inflammation va être remplacée par un autre phénomène. C'est un phénomène de cicatrisation. C'est-à-dire que Oui. quand on a, c'est comme une blessure, si on peut donner cette image-là, si le foie il souffre, il va y avoir de la réparation. La réparation, c'est quoi ? C'est de la fibrose. Oui. Donc les cellules qui étaient vivantes vont être remplacées par de la fibrose. Puis cette fibrose va s'accentuer, va passer par différents stades, parce qu'on sait que maintenant il y a 4 stades de fibrose. Donc les premiers stades de fibrose, donc ça va de la fibrose minime à la fibrose sévère. Oui. Et après la fibrose sévère, donc il va y avoir l'installation de ce qu'on appelle la cirrhose. Cirrhose. Donc voilà, donc ça ce sont les différentes étapes par lesquelles passe le foie. Oui. Et dites-vous une chose, que vu donc, toutes ces étapes, donc, quand on arrive au stade de fibrose et de cirrhose, le foie va moins bien fonctionner. Il ne va pas jouer son rôle comme il le faisait quand il était en bonne santé. Donc, le rôle du foie en bonne santé, généralement, c'est il fait beaucoup de choses. Bah oui, le métabolisme, il joue un rôle aussi dans l'épuration donc, de la bilirubine. Il a plusieurs rôles très importants pour le corps humain. Donc il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs donc, fonctions hépatiques Tout qui à sont fait. importantes dans la Plus de régulation. 300 fonctions. Voilà. Donc on ne peut pas au niveau toutes du les corps. énumérer. Mais ce qu'il faut dire que le foie, quand il fonctionne mal, il faut dire qu'il ne va pas être malade et d'un coup s'arrêter. Ça ne se passe pas comme ça. Oui. Il y a une dégradation progressive Progressive. du foie. Oui. Et ça se fait au fil des années, au fil des mois. Donc on va assister
à cette dégradation donc chez le patient. Donc, tant qu'il y a de la fibrose minime à modérée, le foie, c'est comme un foie, il assure toutes ses fonctions, mais plus on avance donc, dans cette fibrose, plus elle devient plus importante, sévère, à cirrhose, plus on voit les fonctions commencer à se ralentir. Tout à fait. Il commencera à s'altérer. Tout à Voilà. fait. On dit Alors, souvent que le foie est considéré comme une usine. Il stocke, mais il transforme en même temps. Donc, il va recevoir, il va stocker et transformer, tout simplement. Mais quand il n'est pas en bonne santé, il va mal faire son travail. Voilà, pour exactement. résumer. Et d'ailleurs, Sarah, donc, quand on parle de stéatose hépatique, il y a, on va dire, plusieurs risques, notamment, elle l'a dit, professeur, la cirrhose hépatique, mais le risque vraiment donc, de ce... Comme l'a dit le professeur, le foie gras, c'est pas juste de la graisse au niveau du foie, c'est un foie qui souffre en silence. D'accord? Donc, du coup, même si la personne se sent en bonne santé, il n'y a pas de symptômes, il y a de l'inflammation, de la cicatrisation, développement de fibrose, cirrhose et souvent des risques de cancer. Mais pas que. Il ne faut pas oublier que le foie gras est aussi un facteur de risque pour les infarctus du myocarde, les AVC. Donc, on n'oublie pas tout ça. Donc, en soignant une stéatose hépatique, on soigne le foie, on le protège, mais aussi on sauve des vies. Tout à parce fait. que c'est un facteur de risque aggravant pour d'autres pathologies, dont l'infarctus et l'AVC. Exactement, et tout est lié, et justement, tout est en rapport avec ce syndrome métabolique, cette insulinorésistance. Docteur Belabdlouhab, récemment, ou on va dire ces derniers temps, on a beaucoup entendu de l'indice de HOMA, de l'insulinorésistance qui, on va dire, beaucoup de personnes ont peur de cette insulinorésistance. Ils ont entendu parler de cet indice de HOMA, ils sont partis tous au laboratoire pour se faire, on va dire, faire ce bilan pour savoir s'ils ont de l'insulinorésistance ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en ce qui concerne l'indice de HOMA, il est plus fiable qu'avant. Là, on a l'indice de HOMA 2. Cependant, s'il est positif, il signe la résistance à l'insuline. Donc, il y a résistance à l'insuline. S'il est négatif, ça n'élimine pas à 100% une résistance à l'insuline. Donc, ce test-là, il peut induire en erreur. C'est-à-dire que pour savoir déjà si on est sujet à de la résistance à l'insuline, il faut voir le profil du patient. C'est-à-dire ce que j'ai l'habitude de dire à mes patients, si déjà dans les antécédents médicaux, il y a du diabète, c'est que vous avez de fortes chances de développer de la résistance à l'insuline. Si le patient est au-delà de 40 ans, s'il est sédentaire, s'il présente un embonpoint, donc du surpoids, si le tour de taille est élevé, surtout ce point-là, si le tour de taille est au-delà de 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme, c'est qu'on a en face de nous un patient qui a de fortes chances de développer de la résistance à l'insuline. Après, on ne se doit pas de se cantonner à un seul paramètre de dépistage. Ce n'est pas que le HOMA test. C'est-à-dire qu'avant de faire le HOMA test, il faut faire une glycémie. Il faut faire un bilan plus large. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas uniquement la résistance à l'insuline. On peut avoir un HOMA test négatif et déjà développer du prédiabète. Alors que normalement, la résistance à l'insuline, elle vient avant le prédiabète. Oui. Donc, c'est pour ça que le HOMA test n'est pas le meilleur indicateur. Pour faire un bilan plus complet, il faut consulter un médecin. On a vu dans la vidéo, on a vu dans la vidéo, le médecin, Dr Okaour, il a pris soin de prendre le périmètre abdominal. Oui. Ça, c'est un élément très important. C'est vrai que là, actuellement, l'échographe, c'est un appareil qui est à la portée de presque tous les médecins. Moi-même, je l'ai, beaucoup de médecins l'ont. C'est-à-dire que pour dépister une stéatose hépatique, c'est très très simple. C'est un examen non invasif, ça se fait en 2 minutes. Pour faire un HOMA test, c'est un prélèvement, etc. Moi, ce que je dis, le plus important pour moi, c'est de ne pas faire le bilan tout seul. D'abord, de consulter un médecin, de discuter avec le médecin, d'avoir le bilan. D'ailleurs, même, par exemple, certains patients font déjà le bilan et viennent en consultation chez le médecin. Oui, ça c'est une réalité. On découvre certaines choses. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a stéatose hépatique, ils ont fait tout un bilan, il n'y a pas le bilan hépatique. Oui. Donc il faut d'abord, voilà, exactement. Donc il ne faut pas suivre la tendance sur les réseaux sociaux, etc. Et parfois, c'est des examens inutiles. Ça arrive où ils font des bilans. Moi-même, je suis interniste, il y a des examens que je n'ai jamais demandés. Oui. Magnésémie, etc. Et le patient va faire la magnésémie, chlorémie, etc. Tout à Pour fait, quel oui. motif? Aucune idée.
Oui. D'accord? Donc, il faut d'abord consulter un médecin, discuter avec lui. Si on veut faire un dépistage quelconque ou autre, donc on est orienté par un vrai médecin. Exactement. Par exemple, les réseaux sociaux ou bien l'intelligence artificielle. Tout à fait. Maintenant, même, on est presque assailli par tout ce qui est intelligence artificielle. On demande une petite question, un dépistage de ceci, cela, et on va faire un examen. Non, c'est faux. Tout à fait. Alors, cette insulinorésistance, donc, c'est le moment où le corps, on va dire, il est en mode d'adaptation. Donc, c'est une étape qui vient déjà avant prédiabète et diabète et cet indice de HOMA, comme l'a dit docteur. Donc, il a son intérêt, mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas aller au laboratoire le demander seul. Il faut un examen clinique, donc d'autres examens ou d'autres bilans, et puis on va diagnostiquer cette insulinorésistance. Professeur, donc un foie qui souffre, généralement il y a des signes qui alertent la personne. Quels sont ces signes? Alors, vous savez, comme je l'ai déjà dit, souvent c'est polysymptomatique, c'est-à-dire c'est des patients qui n'ont pas vraiment de symptômes. Ce qu'on peut avoir, des fois le patient vous apporte une notion de pesanteur au niveau en regard du foie. Il vient, il vous dit, j'ai l'impression d'avoir une gêne, j'ai l'impression d'avoir une pesanteur. Mais souvent, en fait, ça prête à confusion avec une simple colopathie fonctionnelle. Quand les patients se plaignent de fatigue extrême, un patient qui se plaint d'une asthénie profonde, on parle d'asthénie et non pas une fatigue parce qu'on aura trop travaillé ou veillé ou pas assez dormi, parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses là aussi. Donc une asthénie profonde, quand la fatigue devient pathologique, ça peut signer un problème au niveau du foie, notamment. Ça peut interpréter d'autres pathologies, mais ça peut évoquer, surtout si le patient il est connu comme ayant sur une échographie, parce que souvent les patients consultent, et quand on cherche les anciens bilans, les premières échographies, vous voyez que le patient avait déjà une stéatose 10 ans en arrière. Oui. Donc, mais qui est passé inaperçu pour je ne sais quelle raison. Et souvent, le patient, quand il vient, il vous dit « je suis extrêmement fatigué, je ne me sens pas bien ». Et quand on fait un bilan hépatique, on peut le retrouver perturbé. C'est ce qu'on appelle la cytolyse hépatique, c'est-à-dire quand il y a les enzymes hépatiques qui sont élevées. Donc tout ça, ça peut être des symptômes. Ça peut être des orientations pour le patient et pour le médecin. Exactement. C'est-à-dire que le patient, il vient pour des symptômes qui ne sont pas vraiment spécifiques. Tout à fait. Voilà. puis- Et après, c'est au médecin de savoir, donc grâce à l'interrogatoire, le morphotype du patient, les antécédents du patient, que ce soit personnels ou familiaux. C'est à partir de là, plus les éléments cliniques, donc plus les éléments de l'examen clinique, biologique par la suite et l'imagerie, qui vont nous orienter bien sûr vers une étiologie, et notamment quand il y a une stéatose. Tout à fait. Alors, et pour les examens complémentaires, à part ce bilan biologique, il y a aussi cette échographie, vous venez de la citer, professeur, et il y a d'autres examens complémentaires qu'on peut demander chez ces patients, déjà pour savoir si on est au stade de fibrose ou pas? Ah oui, alors là, c'est très important, parce qu'en fait, quand on commence, c'est des étapes à suivre chez un patient qui souffre de stéatose. Donc, j'allais vous dire que les premières étapes, la première étape, ça va être l'examen clinique, le bilan biologique, on l'a déjà dit, l'échographie qui va nous confirmer. Mais attention, l'échographie, tout d'abord, c'est opérateur dépendant. Oui. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Et l'échographie ne permet de détecter que les patients qui ont un taux donc de stéatose supérieur à 30%. Ça veut dire que ce sont des patients qui ont une stéatose supérieure à 30% de leur foie. Oui. Donc ce sont là ces patients-là qu'on va aller détecter. Il y a des patients qui ont un taux de stéatose inférieur à 30% qu'on ne pourra pas aller voir à l'échographie. Exactement, oui. Par la suite, la question qu'on se pose, le patient vient nous voir et il nous dit, voilà, j'ai une stéatose, bilan hépatique ou normal ou perturbé, bon, dépendamment. Ensuite, c'est quoi l'étape à suivre? Il faut savoir, est-ce qu'il y a de la fibrose? On en a parlé, c'est l'élément le plus important pour le suivi de la stéatose. C'est ça ce qui nous fait peur. Oui. Comment je vais aller détecter cette fibrose? Il y a plusieurs techniques. Actuellement, c'est ce qu'on appelle les tests non invasifs. Oui. Donc les tests non invasifs, avant, il fallait passer par la case biopsie du foie. Oui. Donc biopsier le foie, c'est un examen très invasif, qui a beaucoup de complications. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'éléments, notamment que ce soit biologique, donc des tests sériques, ce qu'on appelle des tests sériques, ou des tests physiques. Alors tout d'abord, déjà, en consultation, on peut dire si le patient peut avoir de la fibrose ou pas. Oui. C'est quoi? C'est un test qu'on va calculer
grâce à notre smartphone. C'est une application. On va rentrer des paramètres donc cliniques et biologiques. Ça s'appelle le FIP4. Oui. Donc je dis ça, ça s'adresse donc aux médecins. Donc tout médecin qui reçoit un patient qui a une stéatose avec un bilan, il peut calculer le FIP4. Et à partir de là, il va dire si le FIP4 est supérieur à 1,3, 1,3, donc il y a un risque de fibrose. S'il est inférieur à 1,3, le risque de fibrose n'est pas nul, mais il est parce que faut prendre en considération les risques de faux négatifs, ce qu'on appelle les faux négatifs, comme il en a parlé par rapport au MA. C'est-à-dire que même si c'est négatif, ça ne veut pas dire à 100% qu'il n'y a pas de fibrose, mais on est plus ou moins rassuré. Attention pour les sujets de plus de 60 ans, 65 ans, les taux sont variables. Donc là, le taux, au lieu de 1,3, c'est de 2. Donc ce sont des chiffres que les médecins doivent connaître. Et à partir de là, quand il y a un risque de fibrose, c'est-à-dire ce patient il a présenté un risque de fibrose hépatique, ce sont des patients qui doivent être orientés en centre de référence donc des pathologies pour avoir un suivi. C'est-à-dire ce sont des patients qu'il faut aller rechercher cette fibrose activement, qui seront suivis en hépatologie pour voir, pour qu'ils aient leur suivi et voilà. Très bien. Alors, cette fibrose, c'est, on va dire, le témoin de cette cirrhose qui est la complication qu'on craint, justement, et docteur Blabdouhab, donc, on va dire stéatose hépatique, le risque c'est la cirrhose, mais après cette cirrhose, il y a on va dire, d'autres risques aussi, notamment l'insuffisance hépatocellulaire. Bon, déjà, il faut savoir que l'histoire naturelle de la stéatose hépatique, donc l'évolution, elle est très lente. Oui. Ça rassure un petit peu. Donc, comme l'a dit le professeur Osman, donc, le challenge, c'est de rechercher la fibrose. Donc, si fibrose existe ou n'existe pas. Oui. Donc, si elle n'existe pas, ou elle est à des stades, les premiers stades de la fibrose. Donc, c'est une conduite à tenir. Donc, la surveillance, elle est soit annuelle, soit chaque 3 ans. S'il y a des stades intermédiaires, on revoit le patient une fois par an. Si la fibrose est là et à des stades avancés, donc il faut confier le patient à une unité d'hépato de référence, comme l'a dit le professeur Osman. Et là, le suivi, il est important. Si on met en place un schéma thérapeutique, une certaine hygiène de vie, etc., il n'y aura pas d'évolution péjorative. Oui. Normalement, c'est le message clé d'aujourd'hui. Par contre, si le patient garde les mêmes habitudes alimentaires, aucune activité physique, il ne change rien à ses habitudes, il y aura une évolution. Oui. Donc l'évolution, ce sera fibrose, cirrhose, et éventuellement CHC, le cancer du foie. La cirrhose, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est assez grave. Oui. Notamment que, on sait très bien que, par exemple, la transplantation hépatique et tout, c'est un petit peu délicat. Oui. La cirrhose, elle est compensée et elle peut devenir décompensée. C'est là où on va avoir tout ce qui est insuffisance hépatocellulaire et là, il va en découler toutes les complications qu'on connaît. Exactement. Donc, les protéines basses, les œdèmes, les acides, les varices œsophagéennes, etc. Là, ça devient carrément, je vais dire, catastrophique pour le patient. Oui. C'est-à-dire que si le patient arrive à ce stade-là, la gestion, elle devient très très dure pour le patient. Tout à fait. Donc, il ne faut pas justement arriver à ce stade-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stades où c'est réversible. C'est des stades intermédiaires. Donc, le message que je pense clé aujourd'hui, c'est que la stéatose, elle est réversible. Les premiers stades de la fibrose sont réversibles. Donc, déjà, il ne faut pas banaliser la stéatose. Ce n'est pas ce que je dis à mon patient. Si je découvre une stéatose hépatique, je lui dis aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais ça va le devenir. Oui. Donc, cette phrase-là, je pense qu'elle résume tout. Aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais ça peut le devenir. Tout à fait. Donc, si le patient prend conscience de ce que le médecin lui dit, donc normalement, il va changer ses habitudes de vie. Il va un petit peu prendre au sérieux cette pathologie. Oui. Et un autre message clé, c'est pour les médecins. Il ne faut pas justement banaliser cette maladie. C'est-à-dire, si on fait une échographie de routine pour une colopathie ou je sais pas, un colique néphritique ou autre, la conclusion, on voit foie de surcharge stéatosique, etc. Oui. Et l'autre motif de consultation, c'est-à-dire présence de lithiase rénale ou colopathie, aérocolique, etc. Donc le médecin va voir colique néphritique, etc. Stéatose, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Voilà. Tout le monde là.
Donc, il ne faut pas banaliser ça. Au contraire, Tout à fait, oui. il faut essayer d'expliquer aux patients ce que c'est, bien sûr, et orienter le patient vers quelqu'un qui puisse l'aider dans ce sens. Exactement, c'est l'objectif de notre émission aujourd'hui. Et docteur Abdelmoumen, donc, alors, on a parlé du foie, on a parlé du sucre, on a parlé d'insuline, mais aujourd'hui, on parlera d'autre chose, une nouveauté, une actualité. Donc, ça sera sur Le microbiote, la place des microbiotes dans la stéatose hépatique. Tout à C'est fait. quelques nouveautés, j'en ai pris 4 qui concernent le microbiote. Pour savoir, il faut commencer pour dire qu'on ne parle plus de flore, mais de microbiote bactérien métabolique. Et là, déjà, c'est quelque chose, parce qu'il y a des chercheurs qui ont découvert qu'il y a des profils bactériologiques chez des patients avec des fibroses et des stéatoses, où ils ont trouvé qu'on avait des bactéries qui produisaient de l'alcool endogène et des toxines qui directement attaquaient le foie. Donc ces bactéries ont changé la donne parce que à la base, pour nous, c'est une pathologie liée au sucre et au gras. Alors, c'est de là qu'on l'appelle MASH et c'est métabolique. Il y a eu un changement de dénomination, comme on l'avait dit au début, par rapport à ces évolutions. Et là, c'est devenu une maladie infectieuse métabolique. Et ça change la donne parce que ces bactéries vont déclencher une auto-intoxication hépatique et ces bactéries sont devenues une cible thérapeutique en quelque sorte. La deuxième nouveauté, toujours par rapport au microbiote, comme avait dit mon confrère tout à l'instant, c'est l'évolution de cette pathologie. Eh bien, il faut savoir qu'ils ont découvert en 2024 que le microbiote avait toute sa part dans la gravité. Parce qu'on pensait que c'était la quantité de graisse qui faisait la gravité de la situation. Eh bien, ils ont découvert que c'est le message inflammatoire orienté de l'intestin vers le foie. Il reçoit tout par la veine cave. C'est ce message inflammatoire qui donne la gravité de la pathologie et qui va permettre au foie de se développer d'une stéatose vers une fibrose. Et c'est via les LPS, les endotoxines, l'acide biliaire modifiés et aussi les métabolites bactériens, d'où le microbiote. Donc là, c'est toute une révolution par rapport au traitement. Par contre aussi, la nouveauté, c'est les postbiotiques. On a parlé de prébiotiques, les probiotiques, mais là, on parle de postbiotiques. C'est quoi les postbiotiques? Les postbiotiques, c'est les molécules créées par les bonnes bactéries. D'accord? Oui. Donc, on donnait les prébiotiques, donc les bactéries, mais là, on donne le traitement naturel qui est fabriqué par ces bactéries en elles-mêmes. Et ces bactéries, ce qu'elles vont faire, cette molécule plutôt, va calmer l'inflammation, augmenter la sensibilisation à l'insuline et diminuer la fibrose. Après ça, par rapport aux probiotiques, on va passer à la transplantation, carrément. La dernière nouveauté, c'est la transplantation de microbiotes. Oui. En 2025, plusieurs tests ont été faits sur le transfert de microbiotes d'une personne saine à une personne qui avait le diagnostic de MASH. Oui. Et ils ont découvert que les enzymes dont parlait professeur, les transaminases, avaient diminué après cette transplantation. La fibreuse avait fait, il y avait un pourcentage de diminution, ainsi qu'accalmie de l'inflammation hépatique. Donc, c'est toute la nouveauté de se pencher sur cette option. Et on dit que, pour l'instant, par rapport à cette stéatose hépatique, au lieu de traiter juste le foie, on va essayer de traiter, plutôt modifier le message chimique envoyé de l'intestin au foie. Alors, très bien. Alors, donc, ce microbiote intestinal ne cesse de nous surprendre tous les jours. C'est on va dire un sujet de recherche. Il y a beaucoup de maladies qui ont été rattachées à ce microbiote intestinal. On parle beaucoup de microbiote intestinal dans la colopathie fonctionnelle, dans la maladie de Crohn. Exactement. Mais aujourd'hui, on parle aussi de ce microbiote dans le diabète, l'insulinorésistance. Et justement, il y a l'alimentation, la consommation d'antibiotiques d'une manière excessive fait en sorte que ce microbiote est déstabilisé et ces bactéries, les bonnes bactéries qui vivent avec nous, seront déstabilisées. Et justement, docteur Belabdelwahab, quelle est l'alimentation ou quel aliment favorise la sensibilité de l'insuline dans notre corps? Alors, en ce qui concerne la résistance à l'insuline, la stéatose hépatique, etc., bon, il faut savoir que maintenant on parle plus de complexe cardio, hépato-rénal.
C'est-à-dire que les trois sont reliés. Oui. Donc la résistance à l'insuline, elle est au milieu. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'actuellement, il ne faut plus parler de, par exemple, maladie cardiovasculaire, de dysfonction rénale ou bien de stéatose hépatique, parce que le tout est relié. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique, la source principale actuellement, c'est la résistance à l'insuline. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, si on perdait un petit peu de poids, donc au-delà de 5% du poids initial, ça peut aller de 7 jusqu'à 10% chez certains patients, on a remarqué qu'il y aurait plus de résistance à l'insuline, il y aurait une diminution de la stéatose hépatique et tout ce qui va avec. Oui. Donc l'hypertension artérielle va s'améliorer, ainsi de suite. Les chiffres, par exemple, lipides, cholestérol, etc., s'améliorent. Oui. Donc une perte de poids initial de plus de 5% est souhaitable. Donc pour cela, on doit privilégier une meilleure alimentation. C'est quoi? Pour simplifier la chose, je vais dire qu'il faut revenir à ce que mangeaient nos ancêtres. Oui. C'est-à-dire ils avaient une meilleure alimentation, plus saine, plus vivante, etc. Et c'est le régime méditerranéen qu'on connaît tous. Plus des légumes, des crudités, des oléagineux, l'huile d'olive, etc. Oui. Je ne vais pas dire bannir, mais limiter ce qu'on appelle l'alimentation industrielle. C'est-à-dire, Tout à fait. de préférence, acheter sa nourriture au marché et ne pas l'acheter à la supérette. Oui. Donc tout ce qui est, par exemple, junk food, les biscuits, etc. On en parlait tout à l'heure, les pâtes à tartiner, Tous les etc. enfants en ce moment. Voilà. Il faut limiter le Tout sucre. à fait, oui. Il faut limiter le sucre. Le sucre industriel, il faut essayer de rechercher le sucre caché, parce qu'il est partout. Tout à fait. Donc, on essaie de manger plus sainement, plus équilibré. L'alimentation qu'on peut acheter chez le marchand de légumes, chez le boucher, etc. Et ne pas acheter sa nourriture au niveau des Et supérettes. puis le pain aussi, docteur. Le pain, c'est une catastrophe. Le pain, moi, je dis souvent qu'une baguette de pain, c'est l'équivalent de 25 morceaux de sucre. Oui. Donc, franchement, On attention. consomme beaucoup le pain en tant qu'Algérien. C'est plus que... Il fait partie de notre table. C'est énorme, c'est énorme. Je donne bien sûr le conseil de bouger plus. Je vous ai dit tout à l'heure que le muscle était la clé. C'est ce que je dis à mes propres patients. C'est-à-dire que pour améliorer la résistance à l'insuline, il faut manger plus sainement, c'est clair, mais il faut faire fonctionner son muscle. Tout à fait. Ça, oui. c'est très important. Donc, on se doit d'être plus actif. Oui. Une activité physique régulière. Avoir un meilleur sommeil et la gestion du stress du quotidien. Tout à fait. Alors, professeur, vous avez une consultation spécialisée. Vous voyez beaucoup de patients qui ont cette stéatose hépatique. Le traitement, principalement, c'est un bon mode de vie ou une hygiène de vie saine. Alors, qu'est-ce que vous faites pour vos patients? Qu'est-ce que vous conseillez pour vos patients exactement par rapport à cette stéatose hépatique, notamment le régime alimentaire, l'activité physique, et est-ce qu'il existe des traitements déjà médicamenteux? Alors, très bonne question, parce que c'est une question qui revient à chaque fois en consultation. Je suis malade, j'ai une stéatose hépatique, mais quel est le traitement? C'est frustrant pour un malade de ressortir sans ordonnance, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas réellement de traitement de la stéatose hépatique. Les nouveaux traitements, je vais y revenir, mais c'est juste pour vous dire que la plupart des stéatoses hépatiques, actuellement, le traitement repose sur les règles hygiéno-diététiques. Pourquoi règles hygiéno-diététiques? J'aime pas le mot régime. Quand on parle de régime, c'est tout de suite, ça signifie restriction, Tout à et vous n'avez nullement pas l'adhésion des patients. Oui. Ça, c'est clair. Par contre, si vous essayez d'expliquer aux patients l'importance, donc déjà, la maladie en elle-même, en quoi elle consiste, quand on a parlé de probiotiques, les avancées, la recherche, toute cette recherche se base sur une seule chose, c'est détecter les patients à risque de fibrose, donc les patients qui vont se développer et évoluer vers les stades donc plus graves, et rechercher un traitement pour ces patients-là. Oui. Donc, un patient qui comprend sa maladie, un patient qui comprend que tout ça est en rapport avec la résistance à l'insuline et tout ça est en rapport avec son alimentation, avec son assiette, c'est un patient qui est à moitié guéri. Parce qu'il faut convaincre le patient que les règles hygiéno-diététiques vont lui régler son problème, parce qu'une perte de poids de 7 à 10%, donc entre 5 à 10%, mais déjà de 7 à 10%, entraîne
une diminution, voire disparition de la stéatose, entraîne une diminution d'1 degré de fibrose, c'est-à-dire un patient qui avait de la fibrose, il peut diminuer d'1 point. Je vous avais dit qu'il y en avait 4 stades. Et en plus, un patient qui comprend tout ça, c'est un patient averti. Oui. Donc, il va maigrir. Comment il va maigrir? En ayant une alimentation équilibrée. Donc, je rejoins ce qu'a dit le docteur. Une alimentation de type méditerranéen. Notre alimentation, je parle de l'ancienne alimentation et non pas l'actuelle, où avec beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de soda dans les commerces. Donc, c'est une alimentation saine, faite de légumes, faite de protéines et faite de céréales et donc tout ce qui est des céréales, mais en petite quantité, parce qu'on voit que ça va constituer le tiers de l'assiette, donc en céréales. Oui. Il faut éviter les sucreries, les sucres rapides, il faut éviter le pain, il faut éviter le gras. Donc tout ça, il faut que le patient comprenne tout ça. Alors quand on discute avec le patient, mais il faut lui donner aussi une échappatoire, lui dire qu'il peut se permettre des journées de day off ou des journées où il peut se permettre Cheat day. exactement cheat day, où il peut se permettre un aliment interdit entre guillemets, même si on n'interdit pas l'alimentation, pour qu'il puisse continuer, parce que c'est très important. Oui. Et la chose qui est aussi très importante, c'est l'activité physique. Tout à fait. L'activité physique est primordiale. Il faut recommander 1 heure de pratique, donc c'est 3 heures semaine, donc 1 heure un jour sur 2 ou 30 minutes par jour. L'activité physique, peu importe quelle activité physique, celle qui sera choisie par le patient. L'essentiel, il faut bouger. Exactement. Par rapport au traitement, à l'heure actuelle, ce qui est un peu, on va dire, ce qui ressort un peu dans les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, ce sont les nouvelles thérapeutiques ou les GLP-1, donc ce sont des analogues qu'on voit un peu partout. C'est des traitements qu'on donne pour traiter l'obésité, on voit ça un peu partout dans le monde, pas qu'en Algérie. À la base, ce sont des traitements qu'on donne pour l'obésité, donc c'est des traitements connus qu'on donne pour l'obésité et qu'on donne surtout chez le diabétique. Oui. Donc, mais ce qui se fait, c'est qu'actuellement, cette prescription, elle a un peu été standardisée, ou elle a touché d'autres secteurs. Oui. Donc, ce qui fait, il faut faire très attention par rapport à cela. Parce Oui. que les traitements, à l'heure actuelle, ceux qui sont validés et qui ont été validés donc, aux États-Unis et aussi donc en Europe, mais pas encore en Algérie, mais ça va venir. Mais il faut savoir une chose, que ça s'adresse à une catégorie de patients. Il y a des indications bien précises. Et Oui. que c'est le médecin traitant, hépatologue ou endocrinologue ou diabétologue qui va les prescrire. Tout à fait. Oui. C'est pas de l'autoprescription. Oui. C'est-à-dire, des fois, on a tendance à croire que c'est de l'autoprescription. Je suis obèse, donc je vais aller prendre un traitement, je vais le ramener, je vais l'acheter. Oui. J'ai les moyens, je peux le prendre et je vais maigrir et je vais aller mieux et je vais me débarrasser de cette stéatose. Il faut faire très attention. Tout traitement, toute médication est susceptible d'entraîner des effets secondaires pouvant être très, très graves. Donc, je pense qu'il est très important d'insister là-dessus, que toute prescription médicale doit se faire par un médecin traitant Exactement. pour pouvoir cibler les patients candidats à ces traitements-là. Tout à fait. Alors, tout médicament a des effets secondaires et doit être prescrit par un médecin. Et puis, cette maladie, elle est, on va dire, quelques stades, ils sont réversibles grâce à un mode de vie qui est sain et une bonne hygiène de vie. Donc, docteur, un dernier message ? Le message clé, c'est que c'est réversible. C'est réversible. Donc, il faut C'est une bonne changer, nouvelle. faut uniquement changer les habitudes de vie. J'aimerais juste rajouter un petit mot sur la phytothérapie. Donc, sur les réseaux sociaux, dans les couloirs, dans les salles d'attente, comme on disait tout à l'heure, ça parle beaucoup de phytothérapie. Oui. Donc, attention à la phytothérapie. C'est pas pour tout le monde. Il doit y avoir un accompagnement aussi. Certaines plantes sont délétères pour certaines personnes. Certaines plantes peuvent causer d'autres effets, des effets secondaires. Donc, tout produit médicinal est un médicament en puissance. Exactement. Donc, il y aura des effets secondaires. Donc, attention à la phytothérapie aussi. Très bien, merci pour votre participation dans notre émission aujourd'hui, docteur. Professeur, un dernier conseil pour les patients ? Alors, il ne faut pas banaliser la maladie, il ne faut pas se dire c'est rien, parce que j'entends souvent ça en consultation, parce que malheureusement c'est une maladie qui est banalisée.
Et la réversibilité, oui, mais jusqu'à un certain point. Oui. Voilà. Donc il ne faut pas... ce que je dis souvent à mes patients, quand je leur fais les méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose, je leur dis au jour d'aujourd'hui, votre foie ne contient pas de fibrose. Mais si vous restez dans ce même état, c'est-à-dire si vous ne faites pas d'efforts, malheureusement la maladie ne vous attendra pas et elle va évoluer. Tout à fait. Donc, deux choses importantes. Si on a un risque de stéatose, il faut consulter, il faut se faire prendre en charge et surtout, il faut se motiver pour suivre les conseils du médecin Tout et à ne fait. pas banaliser la maladie. Très bien, merci professeur, merci pour toutes ces informations, merci d'avoir participé à notre émission Merci. ce soir. Et docteur Abdelmomen Sarah. Merci docteur. Alors je dis à nos téléspectateurs, protégez-vous, soyez au courant de à l'écoute de votre corps plutôt, et connaître sa pathologie, c'est reprendre le pouvoir sur sa santé. Très bien. Donc renseignez-vous auprès de votre médecin traitant. Très bien. Alors, merci pour les nouveautés que vous nous avez Avec apportées ce soir Avec concernant le microbiote intestinal. plaisir. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, vous l'avez compris. Et le message à, on va dire, garder, c'est que cette maladie, la stéatose hépatique, est un véritable signal d'alarme, mais qui peut témoigner d'une, on va dire, désordre métabolique plus large. La bonne nouvelle, c'est que cette maladie, on va dire quelques stades, ils sont réversibles si on la diagnostique à temps et on va adopter un mode de vie sain à temps. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une agréable soirée. À bientôt.